Prigojine est-il tiré d'affaire alors que son exil en Biélorussie se précise? D'abord, les faits, ce que l'on sait à 18h15 ce mardi soir. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors écoutons d'abord Vladimir Poutine justement, évoquant le sort de Wagner et de façon implicite celui de Prigojine. Si on était en France, on dirait qu'il fait du « et en même temps ». Et en même temps parce que, en ce qui concerne l'avenir de Wagner, d'abord, il étrille son chef sans le nommer, en l'accusant de trahison. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия. Suivez mon regard sur les organisateurs de ce qui s'est passé. Et en même temps, il ménage les combattants de Wagner. Il rend hommage même aux combattants de Wagner et même aux commandants de Wagner en leur proposant 3 solutions, 3 possibilités pour leur avenir. On l'écoute. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Voilà pour certaines des déclarations à retenir de Vladimir Poutine ces dernières heures. Il fixe le cap d'une certaine manière. Voyons maintenant ce qu'il en est dans les faits. Et commençons par le chef de la milice Wagner. Commençons par Prigojine. Quentin, il n'a toujours pas refait surface à l'heure qu'il est. Non, cela fait maintenant 72 heures qu'on n'a pas vu Evgeny Prigojine, mais il y a du nouveau aujourd'hui. L'ancien restaurateur devrait bientôt arriver sur le sol biélorusse, et je dis bien sur le sol. C'est le président biélorusse Alexandre Loukachenko qui l'a affirmé cet après-midi. Regardez, les garanties de sécurité promises hier ont été fournies. Je vois qu'Evgeny Prigojine est déjà en train de voyager en avion. Oui, en effet, il est en Biélorussie aujourd'hui. Il reste donc vague à savoir si Evgeny Prigojine est déjà arrivé en Biélorussie. Mais dès ce matin, des informations allaient dans ce sens. L'un des jets privés de Prigojine a été repéré très tôt ce matin par un site de tracking qui suit les trajectoires des avions dans le ciel. À 4h30, et celui-ci a décollé, vous allez le voir, de Rostov-sur-le-Don, le dernier lieu où on a vu Evgeny Prigojine samedi soir. Et cet avion a pris la direction, regardez, de Minsk, la capitale biélorusse, plus exactement la base aérienne de Machulichi, la voici, où il a atterri à 6h30 ce matin. On sait également qu'un autre avion affilié au chef de la milice Wagner a volé cette fois-ci ce matin entre Saint-Pétersbourg et Minsk, et il est arrivé également aux environs de 7 heures. Le chef de Wagner était-il à bord de l'un de ces avions ou s'agissait-il de ses lieutenants? Pour le moment, aucune confirmation, mais un mouvement est visiblement enclenché. Prudence tout de même, on a été habitué à tant de rebondissements ces dernières heures que rien ne peut être pris pour acquis. Voilà, et on connaît le goût de Loukachenko pour se mettre en avant et faire croire l'idée qu'il est au cœur des événements. Qu'en est-il maintenant des hommes, des soldats de Wagner? La milice va-t-elle continuer à exister? Va-t-elle se perpétuer? Eh bien, si l'on en croit le média russe indépendant Verchka, qui a interrogé les autorités biélorusses, oui, beaucoup des hommes de la milice Wagner sont attendus en Biélorussie. Minsk commence à construire plusieurs bases militaires pour la milice, avec un grand QG, regardez, situé à Asipovitchi. Juste ici, c'est au sud de Minsk, une ville de 30 000 habitants, la voici, vous la voyez en image, un camp de 24 000 mètres carrés qui pourrait accueillir 8 000 mercenaires Wagner, soit à peu près 1/6 des forces de la milice. Nous travaillons déjà aujourd'hui, précise une source des autorités biélorusses aux médias Verchka.
Le média russe ajoute également que plusieurs proches de soldats Wagner ont confirmé ces dernières heures qu'ils seront bien envoyés en Biélorussie dans les prochains jours. Précisons qu'un média biélorusse a démenti toutes ces informations. Mais dernière précision, ce camp, regardez, se trouve à 200 km de la frontière ukrainienne. Rappelons que c'est par la Biélorussie que les forces russes ont envahi l'Ukraine aux premières heures de la guerre il y a 1 an et demi. Oui, ce média biélorusse qui dément dit « Nous n'avons pas observé de chantier particulier sur cette zone, nous n'avons pas observé de convoi de soldats venant de Russie vers la Biélorussie ». Mais ce média russe semble, lui, avoir des informations solides. Qu'en est-il des armes, et notamment des armes lourdes, des équipements militaires lourds de Wagner? Eh bien, c'est une autre information aujourd'hui. Wagner va devoir abandonner ses armes et ses équipements. C'est l'agence de presse officielle russe RIA Novosti qui l'indique ce matin. Des préparatifs sont en cours pour transférer des équipements militaires lourds de Wagner à des unités des forces armées russes. On parle là de chars, de T-90 par exemple, de T-72 ou encore d'avions Sukhoi 25. Car oui, Wagner possédait bien des avions. On parle également d'obusiers ou encore de batteries de défense antiaérienne comme les Pantsir. Autrement dit, Wagner subsiste, mais sous un tout autre visage. L'essentiel des hommes en Biélorussie, les armes, elles, vont être remises à l'armée russe. Merci Quentin. Mais tout dernier point quand même, parce que l'information nous est parvenue aussi ces dernières heures, sur les poursuites contre Prigojine. Donc elles sont bel et bien levées, et en même temps, une nouvelle menace est proférée. Oui, finalement, les agences russes confirment d'abord ce que Dmitri Peskov indiquait samedi soir. Toutes les charges pour mutinerie armée ont été levées contre Evgeny Prigojine. C'est un changement de pied par rapport à hier. Mais tout dernier rebondissement aujourd'hui, Evgeny Prigojine pourrait être visé par Moscou pour des raisons financières. On rappelle que lors des perquisitions menées au siège de Wagner à Saint-Pétersbourg, les agents du FSB auraient retrouvé plus de 2 milliards de roubles en liquide, soit l'équivalent de 22 millions d'euros. On sait que Wagner est très largement financé par Moscou. Prigojine a expliqué que cet argent était destiné à payer les familles de mercenaires morts au combat. Et tout à l'heure, Vladimir Poutine a accusé à demi-mot le chef de la milice Wagner de voler, comprendre, détourner cet argent au Kremlin. Écoutez. С мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Надеюсь, что вот в ходе этих работ никто ничего не украл, или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем, конечно, с этим совсем разбираться. En langage poutinien, le ciel s'obscurcit pour Prigojine sur ce flanc-là. Merci Quentin. Vera, je vous voyais réagir d'abord à ces toutes dernières informations. C'est juste très étonnant de voir Poutine avouer que l'État russe a financé le groupe de Wagner, qu'il déjà pendant longtemps niait l'existence même, on se rappelle très bien. Après, deuxièmement, le groupe, les mercenariats en général est interdit en Russie par la loi. Donc Poutine vient de raconter que malgré ce fait, l'État russe le finançait directement. Donc c'est assez étonnant compte tenu de tous les propos qu'il tenait pendant des années en Russie. Donc juste, je me demande à quel point il vraiment contrôle ce qu'il dit ou à quel point jusqu'où il ira dans dans cette le grand déballage, dans sa confession effectivement de réalité de l'État russe. Parce que depuis samedi, à mon avis, on a vu tous les revers de régime de Poutine, toute la réalité qui était bien cachée et que Poutine a pu créer une illusion très forte. En Occident, beaucoup pensaient que la Russie c'est un pays stable, c'est un pays où il y a beaucoup de sécurité, où Poutine contrôle tout. Voilà, on voit comment c'était organisé en Russie depuis des années. Les vérités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui, c'est le grand déballage. Restons d'abord sur Prigojine un instant, peut-être vous allez nous aider à y voir plus clair. Sur son arrivée annoncée en Biélorussie, pour vous, est-ce que c'est acquis ?
Mon avis, oui. Il y a plusieurs confirmations, y inclut les déclarations de Loukachenko, président biélorusse, même si je comprends que ça peut aussi confondre ce qu'il dit, parce qu'il dit que c'est prévu après qu'il est ici sur place. Mais on a les confirmations effectivement sur les avions qui sont atterris, qui étaient suivis depuis déjà 3 jours. Donc apparemment, Prigojine a reçu la confirmation de la part de Kremlin pour que les poursuites judiciaires étaient levées. Bon, les nouvelles poursuites sont annoncées, mais quand même les poursuites les plus graves, parce que quand même pour la mutinerie, c'est très grave comme accusation de la part de Kremlin. Donc, à mon avis, pour l'instant, on peut supposer qu'il est vraiment arrivé en Biélorussie. Pierre, est-ce le signe que Prigojine va couler des jours paisibles en Biélorussie? Est-ce le signe qu'il est pardonné, qu'il est tiré d'affaire? Non, et je vais parler avec la prudence. Il est 18h25, donc en fonction des informations dont je dispose à 18h25, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne crois pas qu'il va pouvoir passer des jours heureux quelque part. D'abord, je pense qu'il a quand même une cible maintenant placée dans son dos. De fait, même s'il y a eu un accord, il est tout à fait possible que des personnes voulant faire plaisir au tsar règlent le problème Prigojine. Donc il a déjà ce souci. Après, selon des éléments qui me remontent de Moscou, que je ne peux pas encore qualifier vraiment d'informations vérifiées, en tout cas un certain nombre d'éléments qui me remontent côté Russie, Prigojine serait encore à Saint-Pétersbourg. Elle ne serait pas en Biélorussie. Et pourquoi serait-il resté en Russie pour l'instant? Parce qu'il essaierait de rencontrer Poutine dans la semaine. Et notamment pour régler véritablement le problème des armements, la question justement des nouvelles menaces que Poutine fait planer, et Vera a raison de dire que c'est vraiment Poutine, c'est Pinocchio de temps en temps qui arrache son nez, et donc on voit la réalité des choses. Donc selon des informations ou des rumeurs remontant de Russie, Prigojine serait encore en Russie et chercherait à rencontrer Poutine pour véritablement sceller l'accord, dans la mesure où le président Loukachenko n'a joué pratiquement aucun rôle dans la négociation. On n'est pas peut-être au bout de nos surprises. Non, Loukachenko a été sorti du chapeau, notamment par un personnage central qui est le général Dioumin, ancien général qui a joué un rôle important pour le FSO, la garde rapprochée prétorienne de Poutine, qui est le gouverneur de Toula. Il semblerait que ce soit notamment lui qui ait joué un rôle déterminant de go-between et de négociateur, et que Loukachenko aurait été mis dans la boucle après, parce qu'il était impossible à Poutine, compte tenu des accusations, trahison, coup de poignard dans le dos, apostasie, etc., il était impossible que les autorités officielles russes au niveau de Poutine ou l'entourage négocient. Donc il y a encore beaucoup de questions. On va y venir parce qu'on a un récit de Loukachenko racontant la coulisse de ces conversations avec Poutine quand la crise s'est déclenchée, qui vaut son détour. Mais absolument. Un dernier mot. Pierre, est-ce que Poutine peut rencontrer Prigojine? Alors, au vu des dernières déclarations sur, en gros, il a tapé dans la caisse, là, ça va compliquer les choses. Un tout petit élément aussi d'information, il semblerait que les miliciens Wagner qui iraient en Biélorussie, s'ils le souhaitent, peuvent acquérir la nationalité biélorusse, ce qui leur donnerait une simili-protection en obtenant un passeport biélorusse s'ils acceptent de passer de l'autre côté. Alors, Pierre nous donne une information importante. Alors, c'est entre la rumeur et l'information, parce que je ne suis pas arrivé à la recouper, mais donc c'est des éléments qui remontent du terrain russe. Prigojine serait encore en Russie, à Saint-Pétersbourg, dans l'attente éventuellement d'être reçu par Poutine. Mais au vu des déclarations de Poutine, ça me semble mal barré. Quant à savoir s'il va aller à Minsk passer des beaux jours à faire de l'entraînement de l'armée biélorusse, je ne crois pas un mot. Donc c'est un personnage qui a pris une dimension, enfin un hubris, une démesure personnelle. Donc est-ce qu'il veut voir Poutine pour pouvoir se replier sur le théâtre africain? Est-ce qu'il a encore l'armement lourd? L'armement lourd n'a pas encore été donné, n'a pas été rendu. Est-ce qu'il veut véritablement faire valider par Poutine lui-même les éléments d'accord négociés par le général Dioumin, et puis à travers une mise en scène de Loukachenko validée par Loukachenko? On est encore, à mon sens là, dans cette phase. Et dans cette phase, il y a des informations, des rumeurs, des manipulations.
Voilà, donc c'est pour ça que je donne ça à 18h29. Bon, prudence, prudence. Et on nous annonce une 4e intervention en 24 heures de Vladimir Poutine, qui devrait s'adresser au patron des médias russes et qui devrait évoquer la crise. C'est ce qu'on nous annonce. Évidemment, vous ne manquerez rien. Vladimir Poutine, vous l'entendrez en direct dès lors qu'il prend la parole. Et peut-être qu'on en saura un peu plus, mais visiblement, l'actualité est en train de se faire. L'actualité est en train de se faire. Est-ce que vous imaginez, vous, Vera, que Vladimir Poutine accepte de rencontrer Prigojine, qu'il vient encore de traiter implicitement de traître? Je serais aussi prudent comme Pierre, parce qu'effectivement, l'actualité évolue très vite, mais quand même, ça m'étonnerait. Honnêtement, si c'est vrai, parce que c'est pas dans l'intérêt de Prigojine de s'approcher, même à mon avis, à 200 km vers Moscou. Parce que pourquoi il s'est retiré très vite à Rostov? Pourquoi il s'est caché dans les camps de Wagner? Parce que, comme vous dites, sa vie est en vrai danger. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça aussi qui l'a poussé fin juin dans cet acte de désespoir. C'était pas que le danger pour son projet, le groupe de Wagner, qu'on en fait voulait dissoudre. On a envoyé à plusieurs reprises un message au groupe de Wagner que c'était la fin. Mais peut-être que c'était aussi la menace. Le groupe de Wagner, oui. Il y a un habillage, mais c'est la fin. Bien sûr. Dans le rôle qu'il jouait dans la politique russe et dans la guerre, c'est la fin. Après, on peut peut-être utiliser certaines unités, certains leaders de ce groupe s'ils acceptent de jouer un rôle qui sera assigné à eux. Mais pour Prigojine aller rencontrer Poutine, c'est juste pour moi ce qui est étonnant dans cette hypothèse de moments. Tout d'abord, bien sûr, le risque pour Prigojine. S'approcher de Poutine, rentrer dans l'endroit, dans l'espace où est Poutine qui est protégé à 300% par sa garde personnelle. Très, très dangereux. Mais peut-être, qui sait. Et deuxièmement, effectivement, c'est pas dans l'esprit de Poutine de rencontrer ses ennemis tête à tête. C'est presque montrer qu'ils sont à égalité. Ce que Poutine veut éviter, parce que il veut à tout prix maintenant, ce qu'on voit, il veut déjà redresser son autorité en Russie. C'est pourquoi il intervient à plusieurs reprises. Et surtout, j'ai remarqué ça depuis quelques heures, il cherche à diviser les supporters de Wagner. Il cherche à diviser le groupe, les mercenaires eux-mêmes. Donc il cherche à dire, voilà, vous pouvez partir en Biélorussie, vous pouvez démissionner, vous pouvez se mettre du côté de l'armée. Il cherche aussi à diviser ceux qui soutiennent Prigojine personnellement, parce qu'il a pu se créer en groupe de soutien politique en Russie. Bon, comment lisez-vous? Oui, Pierre. Pardon, d'un dernier mot. Ouais. On parle de Wagner, donc les mercenaires, mais au-dessus de Wagner, il y a le groupe Concorde. C'est-à-dire l'immense nébuleuse avec les usines à troll, le système médiatique, les contrats africains, l'exploitation de richesses et d'affaires. Il y a tout ça. Et là où je rejoins Vera, c'est que ce groupe en tant que tel va disparaître, il va être démantelé et nationalisé. C'est votre conviction? Poutine va nationaliser ce groupe, il va dégager, parce qu'il faut savoir que il y a un certain nombre de personnages à la tête de Concorde dont on peut estimer qu'ils ont participé activement à la préparation de ce coup de force, car ce coup de force a été préparé. Alors certainement avec, comment dirais-je, des plans, des étages différents en fonction de la situation. Et donc, juste un dernier mot, vous avez vu le ton de Poutine? C'est pas le même que celui de samedi matin. Là, il est remonté, et à mon sens, le parrain Poutine, soit il meurt, soit vous allez avoir une politique de terreur dans les semaines et les mois qui viennent. Et dans ce cadre de cette politique de terreur, c'est pour ça aussi que je rejoins Vera, même si Prigojine veut le rencontrer, je ne sais pas si c'est vraiment dans l'état d'esprit, mais vous allez avoir une politique radicale, sinon le tsar est mort. Tout dernier mot, pourquoi je pense que Prigojine n'est pas en Biélorussie, c'est qu'il aurait médiatisé son entrée en Biélorussie. En tout cas, Loukachenko l'aurait médiatisé sans doute. Jean-Dominique, comment lisez-vous les derniers événements? Est-ce que vous y voyez la fin de Wagner tel qu'on connaît Wagner? Franchement, je n'en sais rien. Je crois que l'énorme nuage de poussière qui a été soulevé par la crise de samedi n'est pas complètement retombé et qu'on est dans le brouillard de la crise, de cette crise, qu'on voit des choses et franchement, je ne sais pas. Je pense que les rapports de force sont très complexes. Moi, ce qui m'a fasciné dans ce qu'on vient de voir,
c'est que c'est la sortie de Vladimir Poutine sur l'argent. En Russie, dans la Russie de Vladimir Poutine, on nous parle tous les jours de la religion orthodoxe, de la grandeur de la Sainte Russie. Au final, on en vient toujours à une question de pognon. Et donc, 1 milliard d'euros par-ci, il a volé de l'argent, est-ce qu'il a vraiment rendu? Et donc ça, ces circuits financiers, on ne les connaît pas tous. Et je pense que Prigojine joue un rôle important dans un certain nombre de circuits financiers, y compris chez les amis du Kremlin ou chez les amis de Poutine. Et donc, dans n'importe quel pays normalement constitué, Prigojine aurait été déjà arrêté, évidemment. Or, il n'a pas été arrêté. On a négocié avec lui. Donc, ça veut bien dire qu'il a des éléments de négociation. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il soit totalement fini. Peut-être l'est-il, mais il a manifestement des cartes dans son jeu qui lui permettent de résister incroyablement, et on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements. Bon, et vous, comment considérez-vous, quels enseignements tirez-vous des tout derniers événements, c'est-à-dire les déclarations de Vladimir Poutine, général Gomar, et cette annonce que Prigojine devrait gagner la Biélorussie, peut-être qu'il l'a déjà fait, et ses hommes derrière lui sans doute, mais désarmés d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe polonais qui dit que pour croire avec certitude, il faut commencer par douter. Alors, quels sont les faits réellement? Les faits, c'est que Wagner, Prigojine, c'est un mercenaire. Un mercenaire, ça vit pour l'argent, par l'argent. Donc on vient de parler d'argent. Pourquoi est-ce qu'il se rend... Peut-être les rêves de puissance aussi, quand même, pour Prigojine. Oui, mais il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour payer ses hommes, ses miliciens ou ses mercenaires. Et depuis quelques mois, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, il critiquait Shoigu et Gerasimov, mais qui ne devaient plus payer parce que il ne rejoignait pas l'armée russe. Or, l'armée russe a fini par intégrer un certain nombre de ses milices, comme d'ailleurs, côté ukrainien, c'est ce qu'ils avaient fait Previ Sector et avec Azov. Même chose côté russe, c'est-à-dire qu'on intègre dans l'armée ces milices. Et lui, il refusait de faire ça. Donc, coup de force. Et je crois que dans ce coup de force, dans sa montée à Moscou, il y a eu pas mal de défections. En tous les cas, suffisamment de défections pour lui faire prendre peur en disant « je n'y arriverai pas ». Même s'il y a eu tout un montage de côté russe, à mon avis, on creuse une tranchée dans l'autoroute M4, alors que bon, c'est une petite tranchée, facilement rebouchable. Tout ça, c'est de l'habillage, en réalité. De l'habillage, est-ce que Wagner faisait réellement peur à Poutine, ou est-ce que Poutine a réellement, joué avec Prigojine pour faire monter la pression et la tension à Moscou? Parce que pour moi, comment il s'appelle, Poutine est toujours maître du jeu, que le veuille ou non. Et s'il parle une quatrième fois ce soir, c'est bien pour tenter de faire bien comprendre qu'il reste le maître du Kremlin avant tout. Et pour moi, Wagner et comment s'appelle-t-il, Prigojine, de fait, a perdu une certaine aura. Et le groupement Wagner, au-delà de Concorde, va être démantelé. De fait, ça permet également de monter un certain nombre de troupes en Biélorussie, l'air de rien. À 200 km peut-être. À 200 km de Kiev, l'air de rien. Et tout le monde s'en accorde, bah oui, c'est bien, et comme ça ils seront biélorusses, peu importe. Mais en tous les cas, on renforce très nettement en effectif d'hommes, peut-être de matériel, les troupes russes ou pro-russes dans le nord et pas loin de Kiev. Je vous donne un dernier élément sur Wagner, mais des éléments de la force Wagner indiquent maintenant que leur seul chef n'est plus Prigojine, mais que leur chef est l'homme qu'on va découvrir, Outkin. Outkin, qui est? C'est un cofondateur de Wagner avec Prigojine, mais cet homme très avenant, d'une apparence sympathique, on le prendrait volontiers en stop la nuit. Cet homme était l'une des têtes du convoi qui, semble-t-il, roulait vers Moscou. Et cet homme est connu pour ses accointances néo-nazis, pour sa violence. Vous me direz que chez Wagner, il ne se sent peut-être pas dépaysé, et désormais certains hommes se réclament de lui. Bon, on ne va pas épiloguer, spéculer, commenter, mais pour raconter l'ambiance qu'il y a autour de Wagner ce soir.